On parle régulièrement de nos jours de l'importance du mental chez les athlètes de haut niveau pour réaliser des exploits sportifs. Je m'appelle Sébastien Bruno-Durand, je suis préparateur mental et à l'initiative de ce podcast, parlons de votre mental. Mon objectif est d'aller à la rencontre d'athlètes, mais aussi d'artistes, de chefs d'entreprise, de managers, d'étudiants et diverses professions pour les interroger sur les ressources psychologiques qu'ils utilisent au quotidien pour être performants dans leurs projets et bien dans leur basket tout au long de l'année. Vous pourrez découvrir des invités qui nous parleront de leur parcours, de leur définition du mental, des ressources psychologiques qu'ils utilisent pour développer confiance, motivation, détermination, gestion des émotions et des échecs et surtout leur capacité à rebondir pour toujours aller plus haut, plus loin en restant positif. À votre tour, vous pourrez expérimenter leurs recettes dans votre quotidien pour booster votre mental. Allez, c'est parti, parlons de votre mental avec notre invité du jour. Je suis ravi aujourd'hui de t'accueillir sur le podcast Parlons de votre mental. Alors bonjour Sébastien et merci à toi pour l'invitation. Ça me fait super plaisir d'être ici et de pouvoir partager avec toi et tes auditeurs. Alors moi je m'appelle Maggie Ikoulou, je suis belgo-congolaise, j'ai 28 ans et je suis juriste et politologue de formation et actuellement je travaille en tant que chargée de plaidoyer politique pour une organisation belge qui s'appelle BIPAX et dont le but est de lutter pour la justice et l'égalité. Que t'inspire ton parcours ? Alors moi, mon parcours, il m'inspire de la résilience et c'est vraiment dans mon parcours que je puise ma force aujourd'hui parce que je me dis qu'avec tout ce que j'ai traversé, c'est pas maintenant que je vais abandonner, c'est pas en cours de route et que tout ce que j'ai traversé, c'est bien la preuve que quoi qu'il arrive, j'ai la force en moi pour continuer. Du haut de tes 28 ans, de quoi es-tu le plus fier avec le recul ? Eh bien, je dois dire que c'est vraiment d'être arrivée au bout de mes études parce que ça m'a pris 9 ans, j'ai redoublé à de multiples reprises. On a voulu me sortir du système scolaire un nombre de fois incalculable et je me suis accrochée et aujourd'hui j'ai 2 diplômes et j'ai réussi à décrocher le boulot de mes rêves alors que je pensais ne jamais y arriver parce qu'on m'a toujours dit que j'étais pas faite pour le système éducatif belge et le fait d'avoir prouvé le contraire, c'est vraiment une de mes plus belles réussites et fiertés. Compte tenu de ton parcours, je suppose que la phrase rendre possible l'impossible te parle ? Oui, effectivement. Moi, j'aime bien dire que si moi j'y suis arrivée, tout le monde peut arriver parce que je suis vraiment la preuve que rien n'est impossible. En fait, il faut savoir que j'ai fui la guerre avec mes parents quand j'avais 5 ans. Je suis arrivée en Belgique, mais avant d'arriver en Belgique, on a fui et on a dû dormir dans la rue pendant plusieurs mois, pendant 6 mois exactement. Pendant ces 6 mois, je suis tombée gravement malade. J'ai eu la malaria et forcément, comme on était à la rue, en pleine guerre, on avait rien pour me soigner. Ma mère a réussi à trouver quand même un hôpital. Au fin fond d'un village, mais le médecin lui a dit elle est beaucoup trop souffrante en fait et elle y arrivera pas. Enfin, il faut s'attendre à ce qu'elle ne passe pas la nuit et donc tout le monde pensait que j'allais mourir. Et aujourd'hui, j'ai 28 ans, je suis toujours en vie et pour moi c'est vraiment un exemple que tout est possible parce que même quand on vous dit de manière très fataliste, elle va pas s'en sortir. Voilà, j'ai réussi à prouver que j'ai pu m'en sortir du haut de mes 5 ans. Ouais, c'est une phrase qui me parle beaucoup. Qu'est-ce que le mental pour toi ? Pour moi, le mental, c'est comme un organe invisible qui dirige tout notre corps et qui conditionne notre vie. Et en ayant un mental sain, tu sauras forcément que tu auras aussi un esprit sain et davantage de chances pour avoir un corps sain, par conséquent une vie saine. Pour moi, un bon mental, c'est un peu relatif à chaque personne, c'est pas forcément défini et arrêté dans le temps et ça va dépendre d'une personne à une autre. Le tout, c'est vraiment de savoir ce qu'on veut, de savoir ce à quoi on aspire et du coup ce dont on a besoin pour y arriver mentalement et d'ensuite de se donner les moyens d'y arriver. Alors toi, pour te préparer mentalement, est-ce que tu mets en place des choses dans ton quotidien ?
Oui, effectivement, moi je passe beaucoup par la prière spirituelle. J'ai une relation vraiment importante avec le monde spirituel. Je ne suis pas une personne religieuse, mais très spirituelle plutôt. Donc je prie beaucoup, je fais beaucoup de méditation et j'essaie de me connecter un maximum avec ce que j'appelle mes gardiens spirituels. Un autre élément aussi que je fais pour bien me préparer tous les jours, avoir un mental d'acier, c'est de dormir en suffisance, parce que le sommeil est extrêmement important. On dit que le sommeil est réparateur et moi vraiment je le vis comme ça me répare tous les jours d'avoir un sommeil de qualité. Est-ce que pour toi l'enthousiasme est primordial pour avoir un bon mental? Oui, c'est vraiment primordial. Moi, j'estime qu'une journée sans rire, c'est une journée de perdu. Donc, j'ai vraiment besoin d'être enthousiaste et de rire au quotidien pour me sentir en vie, et ça aide beaucoup mon mental, le fait de toujours garder le sourire et de rire, même quand il nous arrive un malheur. J'aime bien un peu tourner les choses en dérision et je fais preuve de beaucoup de sarcasme au quotidien. C'est parfois difficile à vivre pour mes proches, d'ailleurs, qui ne comprennent pas toujours mon sarcasme, mais moi ça m'aide en fait à traverser les moments difficiles. On parle souvent en ce moment de se connecter avec soi-même. Qu'est-ce que tu en penses? Alors moi, je trouve que c'est extrêmement important de savoir se connecter avec soi-même, de passer du temps avec soi-même pour apprendre à se connaître, savoir ce qui nous fait du bien, savoir ce qu'on aime. Parce que quand on est entouré de personnes, on a tendance à être un petit peu influencé par leur avis, par leurs agissements. Tandis que quand on est avec soi-même uniquement et qu'il n'y a rien d'autre qui nous influence, ça nous permet vraiment de se connecter avec nos besoins propres et essentiels. Et c'est très important de se détacher parfois de toutes les énergies que les autres personnes qu'on côtoie peuvent nous envoyer, nous transmettre sans même se rendre compte. Donc moi je conseille toujours aux personnes de mon entourage de prendre toujours un petit moment pour eux-mêmes, sans bruit, sans personne d'autre autour d'eux, juste pour se reconnecter avec eux. Comment s'est construite ta confiance en toi? Cette confiance s'est construite et continue d'ailleurs à se construire, parce qu'aujourd'hui j'estime que j'ai pas encore atteint le niveau de confiance que j'aimerais. J'ai tendance à encore manquer beaucoup de confiance en moi, même si je le laisse pas forcément transparaître. Mais chaque jour, j'essaie de me rappeler toutes les petites réalisations que j'ai accomplies, et ça m'aide à garder confiance en moi. Au vu de ton parcours, est-ce qu'il faut, selon toi, se donner le droit à l'échec, le droit à l'erreur? Alors moi, je trouve que oui, c'est vraiment primordial. Pour moi, les erreurs font partie intégrante de la vie et de la réussite. J'estime que tu ne peux pas réussir sans échouer, tout comme pour atteindre le jour, tu dois forcément passer par la nuit, c'est inévitable. Donc oui, il faut se donner ce droit à l'erreur, parce que c'est tout simplement normal. C'est humain, ça rappelle notre humanité, et qu'il faut juste savoir tirer des bonnes leçons de ces erreurs pour rebondir et faire des tremplins ensuite pour mieux réussir. Pour moi, l'échec en tant que tel n'existe que à partir du moment où tu abandonnes. Tu disais tout à l'heure que tu as recommencé à multiples reprises en vue de l'obtention de ton diplôme. Comment tu fais pour garder confiance? C'est vrai, ces études, mon parcours académique a été vraiment extrêmement difficile. Je suis tombée en dépression plusieurs fois, et ce qui m'a aidé au quotidien, c'était de m'accrocher aux petites réussites du quotidien, parce que quand on est en dépression, il faut savoir que même se réveiller le matin, se nourrir, prendre une douche, tous les petits gestes du quotidien deviennent extrêmement banals et extrêmement difficiles à réaliser. Et j'essayais de m'accrocher à ça. J'essayais de me dire, OK, aujourd'hui, tu as réussi à sortir de ton lit. Je suis fière de toi, Maggie. Et aussi, j'ai commencé à apprendre de nouvelles choses, pas forcément en lien avec mes études. Et j'ai essayé d'arrêter de tourner ma vie autour des études et de me dire, OK, ta vie ne se limite pas à tes études, fais autre chose. Donc, j'ai commencé à apprendre à faire de la pâtisserie. J'ai commencé à lire énormément de livres sur le développement personnel et des livres très philosophiques. Et d'ailleurs, ces livres m'ont énormément aidé pour garder et pour reconstruire la confiance en moi que j'avais perdue avec tous ces échecs scolaires. Et j'ai essayé, grâce à ces livres, de retenir une leçon de tous les échecs que j'ai essuyés. Quels sont les livres qui t'ont le plus inspiré? Alors, il y a le livre qui a vraiment bouleversé ma vie, je dois dire que c'est Le philosophe qui n'était pas sage de Laurent Gounel. Ce livre
a bouleversé ma vie dans le sens où, en fait, il dépeint la société dans laquelle on vit et à quel point elle nous influence, mais pas toujours de manière positive. Et il décrit aussi le deuil qu'un philosophe a traversé en perdant sa femme et comment ce deuil a bouleversé sa vie et comment il s'en est sorti en fait. Et à ce moment-là, moi, je vivais un deuil, mais pas le même type de deuil parce que mon deuil à moi, c'était le fait que j'avais triplé mon deuxième année de bachelier en droit et c'était encore c'était un deuil pour moi clairement. Et donc j'ai découvert ce livre et j'ai vécu le deuil à travers le personnage du livre qui m'a appris à philosopher en fait sur le deuil. T'es arrivé donc du coup sur le territoire belge à l'âge de 5 ans, comme tu nous as dit. Est-ce que tu as été confronté au regard des autres? Ah oui, tout de suite parce que je suis arrivée avec ma culture congolaise, ma langue, le swahili, et je suis arrivée dans une école et dans une société blanche et dans une école où il y avait que des blancs et du coup ils ont tout de suite pointé du doigt les petits enfants, ma différence. Ma couleur de peau, mes cheveux qui n'étaient pas comme les leurs. Et j'ai commencé à me faire harceler. Et c'est grâce à ma mère que j'ai pu trouver la force de passer au-dessus du regard des autres. Et m'a beaucoup inspirée pour m'apprendre à vraiment me détacher du regard des autres. Et donc, c'est comme ça que j'ai réussi petit à petit à m'affranchir de ce regard. Et c'est grâce aux livres aussi, comme je l'ai dit précédemment. Les livres m'ont beaucoup aidé finalement à me détacher de ce regard et c'est comme ça maintenant que j'arrive à me détacher de ce regard. Je me répète beaucoup, mais voilà. Et aussi avec l'âge, au plus je prends de l'âge, au plus je mûris, au moins ce regard, a de l'importance pour moi. Tout au long de ton parcours, je suppose que tu as dû rencontrer des personnes qui croyaient pas forcément en toi et qui n'ont pas aidé du coup dans ton cursus scolaire, mais comment tu as fait pour toi continuer à y croire et arriver à réussir à atteindre ton objectif? C'est vrai que dès que je suis arrivée, déjà dès la 3e primaire, je sais pas à quoi ça correspond en France, mais j'avais environ 9 ans et là mon prof il a dit à ma mère parce que je parlais pas bien français, je savais pas très bien écrire ni lire en français vu que j'étais arrivée il y a à peine 4 ans et j'avais vraiment du mal à m'acclimater. Il a dit à ma mère mais votre fille ce sera pas possible, elle va jamais y arriver, elle va jamais pouvoir faire de grandes études parce que c'est trop compliqué le système pour elle. Donc il faudra lui faire suivre, il faudra l'amener en fait dans une école spécialisée pour les enfants qui ont du mal. Donc tout de suite comme ça, des gens ont cassé mes rêves et ont commencé à montrer qu'ils ne croyaient pas en moi. Et moi, en fait, je me suis servie de ça pour leur prouver le contraire. Je sais pas, j'ai un esprit très compétiteur et dès qu'on me dit tu vas pas y arriver, moi directement dans ma tête il y a quelque chose qui s'enclenche et je me dis tu crois que je vais pas y arriver, je vais te montrer que si. Et c'est vraiment ça qui me nourrit. Au plus on me dit que je vais pas y arriver, au plus je me dis prouve-leur le contraire, Maggie. Quels sont tes conseils pour rester positif au quotidien? Moi, c'est vraiment de garder mes objectifs et mes rêves en tête. Je me dis, ok, les objectifs que tu veux atteindre, c'est ça. Tu sais que c'est des objectifs louables. Tu sais que le jeu en vaut la chandelle, donc reste positif. Et quand je sais que ce que je fais actuellement, le métier que j'exerce, a un impact vraiment important sur la vie des gens parce que je plaide pour une société antiraciste. Quand je sais que ce que je fais a cet impact et permet de rendre la vie de certaines personnes plus belle, ça m'aide vraiment à rester positif et à ne pas me laisser démonter par les petits tracas du quotidien. Quelles sont tes astuces pour te motiver? Alors moi, j'adore écouter de la musique et danser et j'avoue que je commence toutes mes journées avec de la musique et en dansant. Et ça m'aide dès le matin à rester boostée, à me remotiver pour la journée et puis aussi lire des livres et des citations. En fait, il faut savoir que dans mon portable, j'ai une bibliothèque d'images avec plein de citations positives et inspirantes et je lis ces citations tous les jours le matin, à midi et le soir et ça m'aide. Et je crois beaucoup aussi à la loi de l'attraction parce que j'estime que moi, je le vis au quotidien. Au plus je suis positif, au plus j'attire du positif. Et j'y crois beaucoup en cette loi et ça m'aide. Est-ce qu'il faut donner un sens à ses actions, selon toi? Moi, je pense que oui. En tout cas, personnellement, parce que
si je ne donnais pas de sens à mes actions, j'estime que ma vie serait vide de sens. Ça, je pourrais pas me réveiller juste en faisant un métier et des gestes qui n'ont aucun sens, où l'objectif est totalement flou, sinon ça n'aurait vraiment aucun sens à ma vie. Est-ce que tu te fixes des défis? Oui, j'aime bien me fixer des petits défis au quotidien, comme par exemple boire autant de litres d'eau par jour. Mais voilà, je pense qu'il faut avoir des objectifs et se fixer des défis pour y arriver, mais il faut rester conscient qu'on n'est pas des surhumains, on n'est pas des robots, on est des humains, et donc il faut pas être trop dur avec soi-même non plus. Est-ce qu'il faut, selon toi, avoir un plan pour réussir? Alors, je pense qu'il faut avoir des objectifs. Moi, j'aime pas dire plan, je préfère dire objectif, et qu'il faut travailler pour atteindre ces objectifs. Mais il faut garder en tête aussi que la vie est tellement imprévisible que faire un plan tout défini, moi j'estime que ça ne sert à rien, parce que ce plan sera d'office amené à changer et à être adapté en fonction des circonstances de la vie que tu ne peux pas prévoir et sur lesquelles tu n'as en fait pas énormément d'emprise. Quelles sont tes ressources pour gérer la pression? Alors moi, ma plus grande ressource, c'est vraiment ma spiritualité, mais c'est aussi mes proches. Je me nourris beaucoup de mes proches, de ma mère, de ma sœur. Ce sont des personnes qui au quotidien me donnent énormément de force. Et quand je vais pas bien, je les appelle, et leur voix et leurs conseils m'aident énormément pour gérer la pression. Mais il y a aussi mon compagnon, qui est une personne extrêmement terre à terre et qui a toujours des arguments rationnels pour m'aider à me détendre et à relativiser. Comment fais-tu pour rester zen en toutes circonstances? J'ai un mantra que je me répète quand j'ai envie de m'énerver et que la situation me dépasse. C'est « Calme-toi, Maggie, ça va aller ». Je me répète cette phrase plusieurs fois dans la tête et ça arrive vraiment à me calmer. Alors, en psychologie de la performance, on apprend souvent, personnes qu'on accompagne, à se focaliser sur ce qu'ils peuvent contrôler plutôt que de s'encombrer des choses sur lesquelles ils ne peuvent pas agir. Est-ce que c'est ton cas? Je dois dire que oui, parce que comme je l'ai dit, j'estime que la vie est tellement imprévisible que ça sert à rien de tout vouloir contrôler. Et moi, j'aime bien dire que je vis un peu mon quotidien avec cet adage latin qui est carpe diem, donc cueille le jour, parce qu'en fait, la vie est imprévisible et un peu incontrôlable. Donc, il faut essayer de mettre son énergie sur des choses que tu peux un minimum contrôler, donc la façon dont tu agis vis-à-vis des autres, mais pas non plus se perdre dans l'immensité qu'est la vie, parce que elle est incontrôlable et imprévisible. Dans ton métier au quotidien, comment fais-tu pour rester concentré? Alors, la concentration, ça c'est très difficile pour moi parce que je suis dyslexique. Une des difficultés de ce trouble psychologique est en fait la concentration. Donc c'est un travail au quotidien. Et ce que je fais, c'est de vraiment faire le vide. Quand je sens que j'ai vraiment du mal, c'est que je me coupe de toute source de distraction autour de moi. Je vais dans une pièce où je suis seule, sans mon portable, sans les réseaux sociaux, sans les écrans, où je pourrais vraiment être avec moi-même et me concentrer sur la tâche que je dois réaliser. Pour avoir une force mentale, il ne faut rien lâcher. Qu'en penses-tu? Bien, oui, pour avoir une force mentale, il ne faut rien lâcher. C'est vrai que la persévérance est une des clés de la force mentale, parce que si tu lâches, en fait, c'est à ce moment-là que tu tombes dans l'échec. Et il faut constamment continuer à te battre, à ne pas abandonner, à persévérer, et ça va nourrir ta force mentale, ça va la travailler, parce que la force, c'est comme un muscle, en fait. Et tu dois le travailler au quotidien pour grossir ce muscle et faire en sorte qu'il soit le plus solide possible. Quelle est ta définition de l'autodétermination? Pour moi, l'autodétermination, c'est vraiment garder en tête que quand on travaille et qu'on accomplit quelque chose, c'est avant tout pour son propre développement personnel, et qu'il ne faut pas se comparer aux autres, et qu'il ne faut pas forcément se plier aux normes sociales pour être accompli, pour être une personne pleine de succès et réussir sa vie. Est-ce que selon toi, il faut apprendre à supporter la douleur pour progresser? Je ne pense pas qu'il faille apprendre à supporter. En fait, je pense que on n'apprend pas vraiment à supporter la douleur, ou du moins en fait on s'en accommode. C'est-à-dire que la douleur reste,
mais on apprend à vivre avec. Et donc, c'est pas tant le fait d'apprendre à supporter la douleur, mais c'est le fait d'apprendre à vivre avec cette douleur. Quels sont tes secrets pour avoir un bon mental et rendre possible tes rêves? Alors, moi, je pense que mon secret à moi, c'est de me dire que quoi qu'il arrive, Maggie, tu n'abandonnes pas. Et je pense que c'est vraiment la clé, c'est de continuer à essayer encore et encore. Si tu vois que tu essaies de cette manière, mais que ça ne marche pas, eh bien, essaye d'une autre manière, peut-être que ça marchera. Moi, je dis toujours que mon plan B et mon plan C, c'est de faire en sorte que le plan A puisse réussir. Que même si j'ai peur, eh bien, j'y vais, mais j'y vais avec la peur au ventre. C'est pas grave, mais tant que j'y vais, alors là, oui, ça travaille mon mental et ça permet de rendre mes rêves possibles. Quel conseil donnerais-tu aux jeunes et aux personnes qui vont écouter ce podcast? Moi, le conseil que je donnerais, c'est que si tu peux le rêver, alors tu peux le réaliser. C'est vraiment de ne jamais abandonner et de ne pas laisser les gens définir tes capacités. Est-ce que tu fais appel à des phrases clés, des adages, des mots ressources? Oui, comme je l'ai dit, j'ai toute une bibliothèque d'images avec plein de citations, d'adages, des mots ressources qui m'aident et que je lis tous les jours, mais vraiment tous les jours. Pour m'aider à rester motivée, à avoir un mental solide et garder le sourire au quotidien. Est-ce que tu aurais des exemples à nous proposer? Oui, alors j'aime beaucoup celui qui dit il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rencontres, de Sartre. Il y a aussi la citation qui dit ne prenez pas la vie trop au sérieux parce que de toute façon vous n'en sortirez pas vivant. Celle-là est un auteur inconnu. Et sinon, d'un point de vue de la persévérance, j'aime beaucoup cette phrase qui dit « Ne vous découragez pas, c'est souvent la dernière clé du trousseau qui ouvre les portes ». Et celle-là est de Paulo Coelho. Si tu avais une citation et une seule à garder qui t'inspire et que tu guides au quotidien, ça serait laquelle? C'est celle-là, c'est celle de Paulo Coelho. Ne te décourage pas parce que c'est souvent la dernière clé du trousseau qui ouvre la porte. Je te remercie Maggie pour ce podcast. Je te souhaite une bonne continuation. Merci beaucoup. C'était Parlons de votre mental, votre podcast pour explorer les ressources psychologiques et outils de préparation mentale utilisés par nos invités qui, j'espère, t'auront inspiré pour les expérimenter dans ton quotidien. Si toi aussi, tu souhaites partager tes expériences et comment tu t'y prends pour booster et muscler ton mental, n'hésite pas à me contacter. Et si tu as apprécié ce podcast, je t'invite à le liker, laisser un commentaire et à le partager.